Bon, je crois qu'on est prêt. Bienvenue dans Essentiel Express, l'espace où on prend vraiment le temps de relier les points pour comprendre la trajectoire actuelle de la République de Guinée. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là pour cette nouvelle analyse. Franchement, quand on regarde l'année 2026, c'est une année qui marque un tournant décisif. On a passé ces derniers jours à compiler une quantité impressionnante de rapports économiques récents, des données climatiques, des analyses politiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'image qui en ressort est à la fois fascinante et extrêmement complexe. Exactement. Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de faire le tri dans ce flot massif d'informations. On veut saisir la grande image, comprendre les véritables transformations en cours. Parce que les sources que nous avons épluchées montrent un pays à un véritable carrefour historique. D'un côté, on a les retombées d'une élection présidentielle majeure. Qui redessine complètement l'échiquier politique. Tout à fait. Accompagnée d'une restructuration choc de l'administration publique. Mais d'un autre côté, on observe toujours ce paradoxe frappant. L'économie minière, j'imagine. Voilà. Une économie minière florissante qui, paradoxalement, cohabite avec une pauvreté structurelle qui peine à reculer. Et le tout, bien sûr, avec l'urgence climatique en toile de fond. Parce que ça devient une question de survie pour certains de nos secteurs vitaux. Absolument. L'idée, ce n'est pas de survoler ces sujets, on va plonger dedans. Et pour commencer, regardons ce paysage politique et cette fameuse thérapie de choc de l'administration. C'est par là qu'il faut commencer, oui. Les résultats de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ont donc confirmé la victoire du général Mamadi Doumbouya. Mais en lisant les rapports de la société civile, ce n'est pas juste le résultat qui saute aux yeux. Non. C'est toute la mécanique du scrutin qui est intéressante à analyser. Voilà. Par exemple, la dynamique œil du citoyen. Ils ont déployé quand même 8000 observateurs sur le terrain. 8000. Et ils rapportent un taux de participation massif de 83%. Et ce chiffre de 83%, il est fondamental. Franchement, il témoigne d'une mobilisation citoyenne exceptionnelle. C'est énorme pour une élection post-transition, non ? Exactement. Historiquement, les périodes de transition génèrent très souvent de l'apathie ou alors de la méfiance chez les électeurs. Mais là, le corps électoral s'est massivement déplacé. Et les rapports d'observation qualifient ce scrutin de sincère et apaisé, globalement. Bien sûr, il faut le préciser, la perfection logistique n'existe pas. Nos documents mentionnent de légers couacs. Des retards, c'est ça ? Des retards dans l'acheminement du matériel électoral, l'exiguïté de certains bureaux de vote, particulièrement en milieu rural, mais l'analyse globale montre que ça n'a pas altéré la sincérité du vote. Et la suite logique, ça a été le 26 janvier 2026. La nomination d'Amadou Riba comme Premier ministre. Avec un choix très stratégique qui a fait couler beaucoup d'encre, la compression du gouvernement à 29 ministères. C'est un point crucial de la restructuration. L'argument officiel, c'est de réduire le train de vie de l'État. Mais est-ce que, dans les faits, fusionner autant de portefeuilles, ça ne risque pas de créer des méga-ministères ingérables ? C'est le risque inhérent à toute politique de contraction administrative. La démarche est avant tout pragmatique. L'idée, c'est de centraliser les compétences pour éviter les fameuses redondances. Les chevauchements où 3 agences font la même chose sans se parler. Exactement. En réduisant les ministères, l'État cherche à diminuer les coûts de fonctionnement pour réorienter l'argent vers l'investissement. Mais le défi reste la lourdeur. Voilà. Les analystes soulignent qu'il faudra éviter la paralysie bureaucratique. Ça va exiger une décentralisation des signatures extrêmement efficace à l'intérieur même de ces mégastructures. Et en toile de fond, le débat politique, lui, reste complexe. On se doit d'aborder avec une stricte neutralité, d'ailleurs, les inquiétudes soulevées par l'opposition dans nos sources. Tout à fait. Le bloc libéral, dirigé par Omar Sano, a exprimé des craintes sur un éventuel retour à un système de parti-État. Ça fait suite aux discussions sur la création du rassemblement GMD. Les documents qu'on a examinés montrent une vraie insistance de ces acteurs pour préserver le pluralisme démocratique. C'est vu comme un acquis fondamental depuis les années 90. Ils réclament un climat de dialogue. Un dialogue véritable, oui. Et cette demande est d'autant plus pressante que le bloc libéral a signalé la disparition inexpliquée d'un de ses responsables. Massad Douagou Guilavogué, porté disparu depuis début décembre. C'est ça. Et ce type de signalement montre que le besoin d'apaisement et de transparence reste un défi majeur pour consolider les institutions, malgré le calme du processus électoral. C'est clair. Et pendant ce temps, sur le plan institutionnel, et ça touche directement le quotidien des gens, il y a ce grand ménage de la fonction publique. Ah oui, le ministère du Travail et de la fonction publique n'a pas chômé.
L'annonce du ministre Fayat, François Bouronneau, a fait l'effet d'une bombe positive. Un recrutement massif de 35 000 agents. Essentiellement fléchés vers la santé et l'éducation. Mais la question qui m'est venue tout de suite en lisant ça, c'est OK, avec nos contraintes budgétaires, comment on trouve l'argent pour payer 35 000 nouveaux salaires? L'ingénierie derrière ça est fascinante. Parce qu'en fait, ça ne repose pas sur de la dette. Ça repose sur un assainissement technologique spectaculaire. L'outil Fumba? Exactement. Une intelligence artificielle introduite pour gérer les effectifs de l'État. Pour comprendre, il faut regarder les délais de traitement. Avant, c'était quoi? Des mois de galère. Le traitement d'un dossier d'intégration prenait souvent de 3 à 6 mois, avec tous les risques de corruption et de pots de vin que cette lenteur implique. Aujourd'hui, avec Fumba, ça prend 30 minutes. 30 minutes? 30 minutes. C'est vertigineux. Un demi-an réduit à une demi-heure. Et le plus marquant, ce n'est pas que la vitesse, c'est la traque des anomalies. Fumba a croisé les données biométriques et l'état civil. Et les chiffres sont tombés. 336 agents fictifs détectés. Des emplois fantômes. Des gens qui n'existent pas ou qui sont décédés, mais dont le salaire continuait d'être versé tous les mois. Absolument. Et éliminer cette fraude massive, ça a permis à l'État de récupérer 80 milliards de francs guinéens. C'est juste colossal. Et ça crée un effet domino extrêmement positif. Cet argent libère la marge pour recruter les vrais enseignants et infirmiers. Et surtout, ça a permis d'augmenter la valeur du point d'indice de 35% pour tous les fonctionnaires. Donc on récompense ceux qui travaillent vraiment. C'est un réinvestissement direct. Nos sources indiquent aussi que ça s'accompagne d'une généralisation des fiches de poste et d'une meilleure couverture médicale. La fonction publique se professionnalise enfin. Et ces 80 milliards sauvés tombent à pic. Parce qu'économiquement, le pays fait face à des dynamiques assez vertigineuses. C'est le moment d'aborder ce paradoxe économique guinéen. Le grand paradoxe, oui. La Banque mondiale pose un constat implacable. Comment on peut avoir une croissance aussi robuste, plus de 50% en moyenne, et en même temps avoir 52% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté internationale, soit 3,65 $ par jour. C'est le décalage abyssal entre la macroéconomie et la réalité des ménages. Et dans la littérature économique que nous avons consultée, l'explication pointe vers un phénomène bien précis. Le fameux syndrome hollandais. Voilà. En fait, la Guinée connaît un afflux massif de devises étrangères. Grâce à la bauxite et alors? Exactement. On détient les plus grandes réserves mondiales de bauxite. Cet afflux soudain de dollars et d'euros provoque mécaniquement une appréciation de la monnaie locale, le franc guinéen. Donc, si je vulgarise un peu pour notre audience, c'est le syndrome du gagnant du loto. Une énorme manne financière arrive, la monnaie locale devient super forte, et d'un coup, importer du riz d'Asie coûte moins cher que de le faire pousser chez nous, à Kindia ou à Nzerikore. C'est une excellente analogie. L'agriculture locale, mais aussi la petite manufacture, perdent toute compétitivité face aux denrées importées. Et ça, asphyxie nos pays réels. Ça crée un effet d'éviction destructeur. Le secteur minier génère d'immenses revenus pour l'État, c'est vrai, mais il est hautement capitalistique. Ça veut dire beaucoup de grosses machines, mais très peu d'emplois locaux au final. Tout à fait. L'agriculture, elle, pourrait employer des millions de personnes, mais elle stagne. Donc la croissance est confisquée par cette enclave minière, laissant la majorité rurale dans la pauvreté. Et attention, parce que ce syndrome il risque de prendre des proportions titanesques très bientôt. Avec Simandou, oui. L'exploitation du gisement de fer de Simandou dès cette année, 2026. On parle d'une croissance propulsée à 2 chiffres. Les rapports estiment ça autour de 10% en moyenne sur 2026-2027. C'est un tsunami financier. Un tsunami qui a une opportunité historique indéniablement. Mais le risque de déstabilisation est colossal si l'ingénierie financière ne suit pas. Comment on évite que ça ne creuse encore plus les inégalités? Les experts s'accordent sur une urgence absolue, la création d'un fonds souverain de développement et de stabilisation. L'idée, c'est d'épargner, c'est ça? D'empêcher que tout cet argent n'inonde l'économie d'un coup. Il faut épargner une partie de ces recettes exceptionnelles, les lisser dans le temps pour financer des infrastructures lourdes et se constituer un matelas de sécurité. Parce que les cours mondiaux du fer ou de la bauxite, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Exactement, il faut stabiliser. Et d'autant plus qu'une grande partie de cette richesse s'évapore avant même d'atteindre les caisses de l'État. Là, il faut qu'on parle des fuites de capitaux. Les rapports de la société civile sont très instructifs là-dessus. La coalition « Publiez ce que vous payez » a mis en lumière des choses choquantes sur la manipulation des volumes d'exportation. Il cite un cas d'école à Bokeh en 2022. Un contrôle inopiné, oui. Ils ont trouvé un écart monumental de 200 000 tonnes entre ce que la société bauxite avait déclaré et ce qui était réellement chargé sur les navires.
200 000 tonnes volatilisées sur le papier. Et ce manque à gagner par sous-déclaration s'accompagne d'une autre pratique d'ingénierie fiscale tout aussi ravageuse, ce qu'on appelle les prix de transfert. Ça, c'est de la comptabilité de très haut vol. C'est très sophistiqué. Les multinationales l'utilisent pour déplacer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux. Donnons un exemple concret. Disons qu'une filiale guinéenne extrait de la bauxite. Ça lui coûte 10 $ la tonne. D'accord. Au lieu de la vendre au prix normal du marché mondial, disons 50 $, Elle la vend à 11 $ à sa propre société sœur qui est basée dans une juridiction à très faible imposition. voilà. Donc, en Guinée, l'entreprise ne déclare qu'1 $ de bénéfice. Elle paie des impôts dérisoires. Mais la société sœur, elle, revend la bauxite à 50 $ sur le marché international. Et elle engrange le vrai pactole loin du fisc guinéen. Cette mécanique prive le pays de milliards. Comment l'État peut contrer ça ? Il est impératif de muscler les capacités de contrôle, techniques et financiers. Les recommandations de nos sources insistent sur le laboratoire national de géologie. Il faut l'équiper. Le doter de spectromètres de masse de dernière génération. L'État doit pouvoir vérifier lui-même, de manière autonome, la teneur exacte en alumine ou en fer et le tonnage réel qui quitte les ports. On ne peut plus se contenter des déclarations des sociétés extractives. C'est clair. Et au-delà des finances, extraire des millions de tonnes de terre rouge ou de fer, ça a un coût écologique désastreux. Ce qui nous amène à notre troisième grand point, la CDN 3.0. La contribution déterminée au niveau national pour 2026-2035. La Guinée essaye de concilier cette hyper-industrialisation avec l'urgence climatique. C'est un vrai exercice d'équilibriste. C'est la feuille de route climatique du pays. L'ambition est double. D'abord, l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il vise 30% dans l'électricité, non ? 30% dans l'électricité et 20% dans les secteurs très polluants, comme les transports et les mines. Mais pour un pays comme le nôtre, l'aspect le plus crucial, c'est l'adaptation. Préparer le terrain. Préparer le secteur agricole pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tout en garantissant la sécurité alimentaire. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette CDN 3.0, c'est le concret. On ne parle pas juste de grands concepts lointains. Par exemple, la construction de 1000 écoles climato-résilientes d'ici 2035. C'est une mesure essentielle. On pourrait se dire, pourquoi spécifiquement des écoles face au climat ? Le lien est direct. Les modèles climatiques montrent qu'en Afrique de l'Ouest, les précipitations extrêmes vont s'intensifier. Donc plus d'inondations. Et chaque inondation qui détruit une école classique provoque un décrochage scolaire massif. Une école climato-résiliente, c'est une plateforme surélevée, des toitures renforcées. Et les études sociologiques dans ces rapports sont formelles. Ce décrochage affecte de manière disproportionnée les jeunes filles. Absolument. Une fille déscolarisée suite à une catastrophe climatique voit son risque de mariage précoce exploser. L'adaptation climatique, ici, c'est de la protection sociale directe. La géographie même de la Guinée nous donne une responsabilité énorme. Le plan insiste sur le Fouta Djallon. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, les fleuves Niger, Sénégal, Gambie y prennent leur source. Si le Fouta s'assèche à cause de la déforestation, c'est toute la sous-région qui aura soif. Protéger le couvert forestier du Fouta Djallon, c'est vraiment une question de sécurité nationale et régionale. Et moderniser l'irrigation aussi. Le passage au goutte à goutte devient incontournable face aux saisons des pluies devenues erratiques. D'ailleurs, la CDN 3.0 cible ses financements climatiques en priorité vers les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Parce que la résilience commence par les plus vulnérables. Exactement. Bon, après tous ces enjeux géopolitiques, économiques et climatiques bien denses, on va prendre une petite respiration. Tournons notre regard vers le sport. Le football. Ah, une véritable passion nationale. Les annonces récentes pour le football africain ont fait grand bruit, avec le sacre du Marocain Achraf Hakimi, Ballon d'Or africain 2025. Une carrière internationale brillante pour lui, mais c'est vrai que ça a généré une onde de déception en Guinée. On pensait tous à Serhou Guirassy. Notre attaquant vedette a fait une saison phénoménale en club. Au niveau des statistiques, c'était incroyable. Et il n'est même pas dans la liste finale. C'est difficile à avaler pour les supporters, mais la Fédération guinéenne de football a fait bloc. Ils ont sorti des communiqués de soutien total. Il valorise son impact incontestable sur le Sili national. Et le Sili continue d'avancer. Les données récentes montrent un parcours plutôt tenace, un match nul difficile contre le Niger et une belle victoire contre le Libéria lors du match délocalisé à Casablanca.
Mais le vrai match actuel, il est administratif. Il se joue en Suisse, devant le tribunal arbitral du sport. Le TAS, le fameux litige qui oppose la Guinée à la Tanzanie. Ce type de procédure porte souvent sur l'éligibilité des joueurs ou sur des erreurs administratives lourdes de conséquences. La décision du TAS pourrait redessiner le tableau des prochaines compétitions pour le Sili. Ça prouve que le foot moderne se gagne autant sur le rectangle vert que dans la rigueur des dossiers. C'est tout à fait ça. Alors si on prend un peu de recul pour rassembler toutes les pièces du puzzle qu'on a vu aujourd'hui, quelle serait la synthèse de cette Guinée de 2026 AI ? Je dirais que l'image qui s'impose, c'est celle d'un État en pleine mutation structurelle. Il y a un vrai virage technologique. Oui. Un pays qui utilise une IA comme Finba pour assainir sa fonction publique. C'est aussi une économie à l'aube d'un bouleversement sismique avec Simandou, qui cherche des mécanismes pour que la richesse profite à la population au lieu de nourrir le syndrome hollandais. Et une nation qui prépare son avenir climatique avec pragmatisme, malgré les défis politiques. Un tableau de contraste vertigineux, en effet. Et justement, à la lecture de toutes ces sources, il y a une réflexion finale qui m'est venue et que je veux partager avec ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On a vu que l'intelligence artificielle Funba est capable de traquer à la minute près des milliers de faux fonctionnaires. On sait que des satellites peuvent surveiller la moindre coupe d'arbre dans le fouta Djallon en temps réel. Oui. Alors la question c'est, à quand l'utilisation systématique de ces mêmes technologies de pointe, scanners intelligents, intelligence artificielle, blockchain, pour vérifier en temps réel chaque tonne de bauxite ou de fer qui quitte nos ports? C'est une perspective redoutable. Parce que si la technologie peut discipliner nos dépenses publiques, elle doit pouvoir sécuriser nos revenus nationaux face aux multinationales. C'est peut-être là la vraie clé, pour combler le fossé entre la richesse de notre sous-sol et la pauvreté à la surface. C'est une question d'ingénierie, bien sûr, mais surtout de volonté politique. C'est une réflexion qui mérite d'être longuement méditée. Absolument. Et c'est sur cette pensée que s'arrête notre exploration des sources d'aujourd'hui. L'abonnement à Essentiel Express reste le meilleur moyen de ne manquer aucune de nos prochaines plongées au cœur de l'actualité. Et le partage de cette analyse aide grandement à nourrir le débat public. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur. À voir.